On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On ira plus loin dans un instant avec Anne Niva, reporter de guerre indépendante. Bonjour Anne. Bonjour. Et Gauthier Rybinski, ancien correspondant à Moscou et chroniqueur à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire évidemment aujourd'hui, où donc se trouve Evgeny Prigojine, nul ne le sait, mais 2 jours après sa mutinerie avortée, le patron de Wagner a fini par donner des nouvelles dans un enregistrement d'une dizaine de minutes pour nier toute tentative de coup d'État. Officiellement, en tout cas, rien ne changé du côté du Kremlin. Vladimir Poutine réapparaît dans une allocution à l'industrie, rien à voir avec la rébellion, alors que les combats, eux, continuent en Ukraine. Message aussi au Mali et à la Centrafrique, pas question pour Moscou de retirer ses pions du continent africain. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est donc un semblant de retour à la normale en Russie. Après la folle journée de samedi, Vladimir Poutine s'est adressé par vidéo à un forum consacré à l'industrie et à la jeunesse, comme si de rien n'était. Evgeny Prigojine aussi est sorti du silence. Dans un message enregistré d'un lieu inconnu, le patron de Wagner assure avoir avant tout voulu sauver son groupe de mercenaires menacé d'être intégré de force dans l'armée. Les précisions d'Etanaji. Un enregistrement publié sur Telegram, dans lequel Evgeny Prigojine s'explique longuement sur ses intentions. Le chef de la milice Wagner affirme notamment qu'il n'envisageait pas de renverser le pouvoir russe après son coup d'éclat à Rostov dans la nuit de vendredi à samedi. L'objectif aurait été, selon Prigojine, de dénoncer l'inefficacité du commandement militaire russe en Ukraine. On a commencé notre marche pour combattre l'injustice, mais nous n'avons tué aucun soldat sur le terrain. Et nous n'avions pas comme objectif de renverser le régime. Plus tôt dans la journée, dans une allocution, Vladimir Poutine a lui totalement éludé le sujet, une situation qui sème un peu plus le trouble au sein de la population. On ne comprend toujours pas pourquoi tout ça s'est passé, qui a provoqué tout ça. S'il voulait faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. C'est qu'il ne voulait pas le faire, mais pourquoi tout ça? Comment je me sens? Certainement soulagée. Car lorsque des événements se passent dans notre ville et qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe, on se sent anxieux. La propagande, elle, montre uniquement ceux qui expriment un soutien indéfectible à Vladimir Poutine, comme dans ce reportage de la première chaîne étatique russe. Prigojine et ses gars sont allés trop loin, c'est ce que je pense. Il a été entraîné dans une aventure. Il va s'en mordre les doigts, mais ce sera trop tard. Poutine gagnera de toute façon. C'est une traîtrise pure jus. Nous soutenons le président. À Moscou, loin des événements, les Russes semblent adhérer d'autant plus au message du président russe. On se bat actuellement en Ukraine et nous avons un autre ennemi interne qui nous plante à couteau dans le dos, comme l'a dit le président Poutine. Dans ce moment charnière, la communication a été totalement verrouillée. Les chaînes de télévision russes diffusent des communiqués officiels et des images du ministre de la Défense Shoigu sans aucun son. Anniva, comment qualifieriez-vous ce qui s'est passé samedi ? Alors pour moi, c'était un début de mutinerie, tout simplement, puisqu'il s'agissait d'une personne, Prigojine, à la tête d'une armée parallèle, d'une armée privée. Et ce que j'ai pensé depuis samedi, qui était quand même une folle journée, c'était que la bonne question à mon sens qu'il fallait poser, c'était pas Prigojine peut-il faire tomber Vladimir Poutine, mais Prigojine veut-il faire tomber Vladimir Poutine? Moi, j'ai toujours pensé que non. En tout cas, il nous a donné la réponse aujourd'hui. Il est sorti de son silence. Enfin bon, moi, il parle tous les jours quand même, Prigojine. Donc il a quand même parlé aujourd'hui pour dire effectivement qu'il n'avait pas eu la volonté de faire tomber Vladimir Poutine, mais qu'il voulait, je pense qu'on va en reparler, protéger sa structure Wagner. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé samedi et qui s'est terminé par cette volte-face totalement inattendue de ce fameux Prigojine qui a cessé de marcher vers Moscou, a quand même montré qu'il y avait une fragilisation du pouvoir en Russie. Ça, c'est une évidence. Donc, quels qu'aient été les buts, de toute façon, même si Vladimir Poutine, lui, prétend sans doute qu'il a gagné et Prigojine aussi, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et le peuple russe est perplexe devant cette situation. Vous comprenez, vous, Gauthier, l'enchaînement des événements? Est-ce qu'on saura un jour ce qui s'est réellement passé? Ce qui est effectivement étonnant, c'est que Prigojine ait fait marche arrière au moment où on sentait que, au sein du pouvoir russe, il y avait une forme
non pas de vacances, mais de vulnérabilité. De vulnérabilité. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant, sauf si on veut bien considérer que Prigojine n'est pas l'instigateur de tout ça, mais que ses soutiens, à supposer qu'il en est, mais on voit mal comment lui tout seul aurait pu mener une opération pareille, que ses soutiens au sein de l'armée aient eu une évaluation de la situation et dit finalement le rapport de force n'est pas en notre faveur. Je dis ça parce que ça nous ramène à d'autres situations de putsch ou finalement de mutinerie ou de révolte. Je pense que le terme on pourra le fixer ultérieurement quand on aura vu ce qu'il advient de tout ça. Mais en 93, lorsque Yeltsin a fait donner le canon sur la Maison Blanche, c'est-à-dire le Parlement, vous avez une division qui s'appelle la division Tamanskaya, qui est très célèbre, qui s'est couverte de gloire à travers les décennies, et qui a été justement à la charnière. Certains ont dit il faut soutenir ce qu'on appelait les conservateurs, qui étaient en quelque sorte les ancêtres idéologiques de Poutine, et d'autres qui ont dit non, on reste légitime derrière Yeltsin. Tout ça a donné justement ce petit moment où il y a du jeu dans le pouvoir, si on peut dire, où il y a une espèce de latence, où il y a une sorte à la fois de vulnérabilité et de reprise en main. Et là, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose de ce type-là. Et encore une fois, on va voir comment Poutine s'en sort dans la reprise en main. Est-ce qu'elle lui réussit? Est-ce qu'il parvient à cela? Auquel cas, les commentaires que on a aujourd'hui sur la vulnérabilité du pouvoir seront remis en cause. Ou bien, effectivement, il n'y arrive pas. Et là, derrière, vous avez un mouvement qui continue sous forme, alors, peut-être la prochaine fois de coup d'État. En tout cas, sa mutinerie a tourné court, mais lui, il assure, il n'entendait pas renverser le pouvoir de Vladimir Poutine. On va écouter à nouveau l'extrait du message audio d'Evgeny Prigojine aujourd'hui. On a commencé notre marche pour combattre l'injustice. Mais nous n'avons tué aucun soldat sur le terrain et nous n'avions pas comme objectif de renverser le régime. Je l'ai dit à plusieurs reprises. On est reparti pour éviter de verser le sang des soldats russes. Il a pu chercher, comme il le dit, à Niva, à éviter en fait l'OPA hostile de l'armée sur son groupe de mercenaires. Ça a pu être effectivement ça le sens de sa démarche. On sait que l'échéance c'était le 1er juillet. Il est bien évident que la rage, parce qu'il s'agit bien d'une rage de Evgeny Prigojine, couvait depuis plusieurs semaines, et notamment depuis cette déclaration du ministère de la Défense russe qui enjoignait toutes les sociétés militaires privées de Russie à signer ce contrat avec l'armée, avec le ministère de la Défense, parce qu'il y en a plusieurs en Russie. On ne parle dans nos médias occidentaux que de celle de Prigojine, mais il y en a d'autres qui d'ailleurs se sont empressées, elles, de signer ce contrat avec le ministère de la Défense, et notamment les milices tchétchènes de Ramzan Kadyrov. Donc Yevgeny Prigojine, il a voulu quand même montrer qu'il était... Effectivement, moi je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas, et je pense comme Gauthier qu'on saura peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il avait dans la tête, mais il attendait quand même des soutiens, à mon sens, qu'il n'a pas obtenus. C'est-à-dire que le matin même du samedi, on l'entendait, et on le voyait surtout, Raphaël, on l'a vu, cette vidéo étonnante, avec 2 généraux de l'armée russe détendus, en train de deviser dans le QG, le quartier général militaire de Rostov-sur-le-Don, et on ne savait pas si ces 2 généraux étaient d'accord avec lui, s'ils étaient otages, s'ils étaient prisonniers, s'ils étaient dans son bord. Ces images, l'un des deux, exactement. L'un des deux ensuite a fait une déclaration pas en faveur de Prigojine, et tout au long de la journée, il n'y a pas eu de ralliement de quiconque d'important à Evgeny Prigojine. Alors, est-ce que ça jouait dans sa volte-face? Je ne sais pas. Maintenant, je pense qu'on va parler aussi du fait que pendant que Prigojine était à Rostov, en train, on l'a su, on l'a compris plus tard, de négocier sa porte de sortie, eh bien, ces hommes, eux, avançaient vers Moscou. Alors justement, 780 km en territoire russe en direction de Moscou, il le dit aujourd'hui, Yevgeny Prigojine, ça révèle de graves problèmes de sécurité. Pourquoi le dit-il? Et puis pourquoi l'aviation russe n'est pas intervenue pour neutraliser ce convoi? Je vous interroge à tour de rôle, Gauthier. Mais elle est intervenue. C'est la question essentielle
capitale. On ne peut pas l'éviter, cette question-là. Pourquoi, effectivement, une aviation qui aurait très bien pu, avec une colonne... Il y a eu des morts, de pilotes russes. Alors, il y a eu des morts de pilotes russes. Et ça, les télévisions d'État russes n'en parlent pas. Bien sûr. Et quand Prigojine dit qu'il n'a tué personne, si, voilà. il y a eu... Bon. Mais voilà, il joue avec les mots, parce que lui, il était à Rostov, mais effectivement, pendant ce temps-là, ces hommes ont tué des pilotes de l'armée russe. Mais pourquoi ne pas s'être donné, côté donc Poutine, les moyens, si tel était le cas, d'éradiquer cette progression de colonnes qui était visible? Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'on a vu les colonnes, on n'a pas vu les MiG et les Sukhoi. Voilà, même, hein. alors là-dessus, il y a plusieurs, si vous voulez, il y a plusieurs hypothèses. Soit effectivement, Prigojine est un poisson pilote qui a cherché à avoir des soutiens et qui ne les a pas eus, soit de l'autre côté, vous avez là aussi le réflexe d'un Poutine qui sait, et ça c'est une réelle fragilité, que dans des situations pareilles, l'armée russe a en son sein des réactions divergentes. Et c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de la fameuse division Tamanskaya qui avait hésité à l'époque. Eh bien, on ne peut pas exclure que auprès de Poutine, que ce soit Shoigu ou d'autres, se soit dit attention, si on fait donner tel type de mission à l'aviation ou à l'armée de terre, ça risque d'être un camouflet dans le meilleur des cas ou une catastrophe dans le pire. Pour moi, il y a là, en ce moment, en tout cas, on l'a vu avec ce qui s'est passé samedi, et les déclarations multiples de Prigojine et la seule allocution de Poutine, une espèce de concurrence, de surenchère sur le mot de patriote. Qui est le plus patriote? C'est-à-dire celui qui se considère le meilleur patriote de Russie, entre Prigojine et Poutine, c'est celui qui fera couler le moins de sang. Donc Vladimir Poutine, lui, a fait son allocution en déclarant que Prigojine était un traître, sans le nommer bien sûr, puisque Vladimir Poutine ne nomme jamais ceux qu'il n'apprécie pas ou ceux qui lui posent un problème. On sait que, par exemple, Alexei Navalny, qui est en prison, le principal opposant à Vladimir Poutine, il ne l'a jamais nommé. Oui. Mais Prigojine, aujourd'hui, dans ce qu'il dit, il revendique le fait que c'est par patriotisme qu'il n'a pas fait couler le sang. Et donc il y a une concurrence entre eux pour être celui qui est le sauveur, si vous voulez, de la stabilité des Russes. Il faut suivre, parce que les Russes, eux, ils sont complètement décontenancés. Bah, bien sûr. Et ils avaient l'habitude que c'était leur président Vladimir Poutine qui représentait la stabilité. Et aujourd'hui, cette stabilité glisse vers un autre homme qui est Prigojine, qui quand même a été acclamé. Il faut voir ces images. Je pense qu'elles ont fait le tour du monde de Prigojine, acclamé samedi soir à Rostov, acclamé quand il parlait, mais comme s'il était un homme politique en campagne. On l'avait jamais vu comme ça. Ouais. Vous nous disiez d'ailleurs, il n'avait pas forcément une énorme popularité au sein de la population russe. On a découvert qu'il en avait une, justement. Mais il faut dire qu'après sa victoire militaire à Bakhmout, qui est la seule victoire militaire russe, il a entamé une tournée dans les provinces, dans les capitales de provinces russes, Prigojine, il y a quelques semaines. Et là, il avait des discours qui n'étaient pas du tout des discours militaires. Donc on pouvait déjà percevoir cette popularité. Le tribun, alors qui est invité fortement à se tourner désormais vers la Biélorussie. Il devrait partir, on ne sait pas vraiment quand. Peut-être y est-il déjà à Minsk ce soir. Que peut-il espérer y glaner, Gauthier? Là encore, c'est quelque chose d'extrêmement douteux. De deux choses l'une. Soit ce transfert vers la Biélorussie est suffisamment garanti, notamment par Poutine, pour qu'il n'arrive rien à Prigojine. Parce que c'est pour ça qu'il aurait pu se décider. Parce que sinon, Prigojine, il a intérêt à surveiller son café et son borge pour voir ce qu'il y a dedans. En étant chez Loukachenko, c'est quand même pas un endroit fantastique pour vivre. D'abord, pour vivre en paix, mais en sécurité aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Vous me disiez, qu'est-ce qu'il peut faire depuis la Biélorussie? Il peut gérer ses affaires, il peut gérer justement la présence de Wagner en Afrique. Mais dans ce cas-là, ça aurait pu très bien être quelque chose, on va dire, d'un peu plus neutre. Ça aurait pu être un peu plus neutre, c'est vite dit, mais ça aurait pu être l'Azerbaïdjan, ça aurait pu être d'autres contrées. Là, c'est quand même un des endroits qui est directement inféodé à Poutine, avec un Loukachenko qui, évidemment, ne rate pas une occasion de se faire mousser lui-même en disant, vous voyez, j'ai obtenu la reddition du factieux, mais c'est quelque chose qui est quand même compliqué à comprendre, parce que au fond, le risque, on verra ça aussi, mais est-ce que Prigojine n'est pas un fusible que l'on fait sauter et qui un jour dira, bon, bah moi si je perds tout politiquement, je vais déballer ce qui s'est passé. On va partir à Zaporijia, où se trouve pour France 24 Gwendoline de Bono. Gwendoline, y a-t-il depuis samedi soir quoi que ce soit de changé côté russe? Ok, merci.
Gwendoline de Bono, est-ce que vous nous entendez? Non? Problème de liaison avec Gwendoline. En tout cas, on l'apprend à l'instant. Vladimir Poutine va faire ce soir une série d'annonces importantes. C'est ce que dit la télévision d'État russe. Bon, ce soir, il va parler en direct à la télévision russe. Il est déjà 1 heure de plus. Lundi soir, nous dit-on. Alors oui, il faut que les Russes, effectivement, ce soir, décident de veiller tard pour pouvoir entendre Vladimir Poutine. Parce que c'est vrai, pour l'instant, on l'a vu, on va peut-être le revoir d'ailleurs sur ces images, finalement, à part cette allocution enregistrée d'on ne sait où, mais derrière un bureau, visiblement, à destination de l'industrie et des milieux universitaires, mais finalement, il a fait comme si de rien n'était. Oui, bien sûr, mais ça, Raphaël, rien de nouveau sous le soleil. C'est la façon de gouverner de Vladimir Poutine. Il ne va pas changer sa façon de gouverner pour plaire aux médias occidentaux. Donc Vladimir Poutine, il est droit dans ses bottes et il estime toujours qu'il a raison. Donc moi je compare... Il annonce à la nuit tombée l'allocution de samedi matin, il était habillé comme un croque-mort avec une cravate noire. Il avait un air vraiment fermé qui contrastait complètement avec ses récentes allocutions, précédentes allocutions de la semaine d'avant, où on avait eu l'impression au contraire qu'il était très détendu et que même sa communication changeait vis-à-vis des blogueurs militaires, etc., etc. Donc il a été particulièrement... Moi, je pense que Vladimir Poutine est tombé des nues samedi matin après le début de cette marche pour la justice des hommes de Wagner vers Moscou. Et il faut dire que cette marche pour la justice, ça, c'est quelque chose qui parle aux Russes. Et qui parle aux Russes parce que Yevgeny Prigojine dénonce la corruption, non seulement au ministère de la Défense, mais dans toute la société russe. Et ça, c'est le discours de qui, Raphaël? C'est le discours de Navalny, exactement. Or, Navalny, il est derrière les barreaux, il n'a pratiquement plus droit à la parole, même si, à travers ses médias sociaux, il parle quand même encore. Et Navalny s'est empressé de soutenir Prigojine et cette rébellion de Prigojine. Et il y a un autre homme qui s'est empressé de soutenir Prigojine, et ça m'étonne quand même encore plus, c'est Mikhail Khodorkovsky, qui est cet ancien oligarque en exil à Londres, qui est donc un opposant libéral. Si vous voulez, moi, voir des opposants libéraux qui soutiennent un homme comme Prigojine, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Sur le principe les ennemis de mes ennemis sont mes amis? Oui, mais enfin là, ils vont quand même un peu loin, parce que si c'est pour aider un homme comme Prigojine à arriver au pouvoir, franchement, on n'est pas du tout dans les principes de ses opposants libéraux et démocrates. Khodorkovsky n'a jamais ne s'est jamais présenté comme un opposant, par exemple, aux opérations russes dans le Caucase. Navalny non plus. Il a une ni histoire sur la Crimée. Donc, alors, on va parler justement du théâtre de guerre de l'Ukraine, puisqu'on a retrouvé la liaison avec Gwendoline de Bono. Gwendoline, percevez-vous sur le terrain quoi que ce soit de changé dans l'attitude des militaires russes, à Zaporijia notamment, où vous vous trouvez? Alors, on ne peut pas dire que ça ait changé fondamentalement ce qui se passe sur la ligne de front, les événements qui ont eu lieu en Russie. On n'a pas vu, par exemple, de point de position de la ligne de front totalement s'effondrer. D'ailleurs, l'état-major ukrainien le dit bien, il y a beaucoup de difficultés. Les soldats ukrainiens sont toujours confrontés à plusieurs lignes de défense russe, à une forte défense russe, à une armée russe qui utilise de plus en plus intelligemment son aviation, qui a miné les champs face aux soldats ukrainiens. Donc ça n'a pas changé fondamentalement la physionomie de la ligne de front. L'Ukraine en est toujours à la première phase de sa contre-offensive, qui consiste à venir tester les défenses russes, à essayer de mieux comprendre le dispositif russe pour ensuite, plus tard, lancer une attaque de plus grande ampleur. D'ailleurs, il faut rappeler que sur les 12 brigades qui ont été formées pour cette contre-offensive, pour l'instant, vous en avez seulement que 3 qui sont déployées et 9 qui sont toujours en attente. Donc, on ne peut pas dire que les événements en Russie, que le coup de force de Wagner ait changé fondamentalement la ligne de front, même s'il y a des avancées côté ukrainien, notamment sur le front de la ville de Bakhmout. C'est là où les progrès sont les plus rapides. Il y a eu un village également libéré, un petit village sur le front de Zaporijia plus au sud. Et puis, c'est intéressant également de regarder ce qui se passe dans la région de Kherson, où, selon plusieurs sources, il y a des soldats ukrainiens qui ont réussi à prendre pied côté rive gauche, à créer une petite tête de pont. C'est très difficile de savoir combien. Et ça, eh bien, il y a une certaine logique à cela. C'est que après la destruction du barrage de Novakharkovka, eh bien, là encore, selon plusieurs sources militaires qui l'ont confirmé, il y a des unités russes qui ont été déplacées pour aller renforcer les fronts plus à l'est, donc le front de Zaporijia et le front du Donbass. Les Russes se pensaient protégés par la montée des eaux, mais là le niveau du fleuve a baissé et les Ukrainiens, eh bien, manifestement, ont vu une faiblesse dans le dispositif russe, puisqu'il y a moins de soldats sur la rive gauche du Dniepr, ce qu'ils sont en train d'essayer d'exploiter en ce moment.
S'agissant du point chaud aussi de la centrale de Zaporijjia, quels sont les derniers éléments dont vous disposez sur place, Gwendoline ? Alors, il y a eu pas mal d'inquiétudes autour de la centrale de Zaporijjia, notamment après les déclarations de Kirilo Boudanov, qui est le chef des renseignements militaires ukrainiens. Kirilo Boudanov qui s'est montré assez précis, qui dit que les Russes ont approuvé un plan pour créer un accident dans la centrale de Zaporijjia. Il dit que le réservoir de refroidissement a été miné, mais également que les Russes, selon les informations du renseignement ukrainien, pourraient vouloir augmenter le voltage pour créer un accident au sein de la centrale nucléaire de Zaporijjia si il y avait des avancées vraiment conséquentes sur le front sud, sur la rive gauche du Dniepr. Voilà ce que dit Kirilo Boudanov. Alors tout à l'heure, nous avons parlé avec le maire d'Energodar, qui est la ville en zone occupée où se situe cette centrale, qui lui est assez inquiet, mais qui dit on ne peut pas faire de prévision aujourd'hui. Ce que lui sait, c'est qu'il y a une pression qui est assez forte sur les employés ukrainiens qui sont restés travailler dans cette centrale. Et lui dit également, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, il y a une base militaire dans la centrale, il y a des soldats russes qui y dorment, il y a des munitions, ça c'est ce dont il est sûr. Pour ce que les Russes peuvent décider de faire, il n'en sait rien, mais lui, comme les employés, les anciens employés qui sont ici aujourd'hui à Zaporijjia de cette centrale, la destruction en tout cas du barrage de Nova Kakhovka, c'est quelque chose qui ne les rassure pas, évidemment, pour l'avenir. Si Gwendoline de Bono pour France 24 à Zaporijjia, Anne Niva, la crainte que les Russes décident intentionnellement de provoquer l'accident nucléaire. On en parle depuis le début, mais là, ça semble se matérialiser côté ukrainien, en tout cas dans ce qu'on nous dit. C'est de la propagande ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce risque ? Écoutez, moi j'ai pour habitude de ne pas commenter les supputations. Donc je ne sais pas, on verra, mais il est clair que les Russes considèrent qu'ils ont le droit de tout faire pour gagner cette guerre. La destruction du barrage nous l'a prouvé, y compris au détriment de leurs propres hommes qui ont été pris au dépourvu sur place. Et ça, justement, pour ce qui concerne la population russe, c'est quelque chose qui m'intéresse davantage, il y a un profond mépris, finalement, des conséquences, y compris pour sa propre population, puisque, alors ça n'est pas encore arrivé véritablement en Crimée, mais c'est de ce barrage, de Novaya Kakhovka, que dépend quand même la distribution en eau potable de toute la péninsule de Crimée. Donc si ça a été fait intentionnellement par les Russes, ce qui a l'air d'être le cas, ça montre justement ce à quoi les militaires russes sont prêts pour avancer dans cette guerre. On a craint, Gauthier, pendant quelques heures samedi, qu'une partie de l'arsenal nucléaire russe puisse tomber pour la première fois dans les mains d'une entité non gouvernementale. Est-ce que finalement le risque nucléaire, il n'est pas toujours finalement là où on l'a vu depuis le début de cette guerre, à Zaporijjia même ? Oui. Alors là, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Anne sur le fait que il y a, et ce depuis Tchernobyl aussi, l'idée que cette arme peut être une arme de dernier recours quand on n'arrive à rien d'autre. Et ça c'est important parce que dans la perspective d'une Russie qui serait à nouveau acculé. Et d'un pouvoir qui peut se sentir menacé chez lui, comme on l'a vu samedi. Exactement. Il y a dans ce cas-là un recours à ce genre d'armes. Là où il y a quelque chose qui est important... Là, on rentre dans la psychologie quand même. Alors, la psychologie existe toujours, on ne peut pas en faire abstraction. Moi, j'accepte de me livrer à quelques supputations. Oui, justement. Avec plaisir, je vais les écouter. Je pense, si vous voulez, que dans le récit, dans la manière dont Poutine présente les choses, d'abord, la menace de l'emploi de l'arme nucléaire était quelque chose dont il pensait que ça allait tétaniser l'Occident. Or, bien sûr que c'est pris en compte, mais ça n'a pas tétanisé à ce point. Et donc, il faut aussi faire référence, pense-t-il sans doute, à ce qui a été, dans l'expérience y compris de l'Occident, quelque chose d'assez paniquant, c'est-à-dire l'accident de Tchernobyl, avec, y compris, vous vous souvenez, où on avait dit que certains pensaient que le nuage s'était arrêté aux frontières françaises, et puis qu'on avait découvert le reste ensuite. Donc là, il y a une allusion, je pense, très claire, à quelque chose qui a frappé l'Occident, dans la mesure où la menace d'armes nucléaires, je ne vais pas dire qu'elle est tombée à l'eau, mais Poutine en attendait beaucoup plus dans son rapport à l'Occident. Il pensait que ça allait arrêter. Il pensait que ça allait arrêter et tétaniser complètement. Tétaniser et désunir les Occidentaux. Or, ça n'a pas été le cas. Un dernier mot, et il nous reste que 2 minutes, mais on évoque aussi le rôle. Est-ce que Wagner a encore un rôle à jouer, que ce soit en Ukraine ou de la présence africaine ? Alors aujourd'hui, Sergueï Lavrov dit oui, ça ne remet pas en cause le rôle de Wagner, mais enfin dirigé depuis la Biélorussie par Prigojine. Non, mais Raphaël, il faut arrêter avec cette
histoire de Biélorussie. C'est-à-dire que franchement, moi, peu m'importe où se trouve Evgeny Prigojine. Et d'ailleurs, il est tellement fort pour mettre en scène lui-même sa propre communication que Dieu sait d'où il va apparaître la prochaine fois. Et ça n'est pas ça qui est important. Il est temps, la Biélorussie a été évoquée à partir de samedi soir pour sauver la face des deux personnes, en fait. Et finalement, on nous dit, est-ce que c'est vrai ou pas, mais on nous dit que c'est Loukachenko qui a été l'intermédiaire en chef, qui a été le négociateur en chef entre Prigojine et finalement Vladimir Poutine. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Ce qui peut paraître vraisemblable, c'est qu'évidemment, Prigojine voulait avoir accès directement à Vladimir Poutine et il ne l'a pas eu. Et ça l'a mis encore plus en rage. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que Evgeny Prigojine essaye d'avoir un accès direct à Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine le lui refuse. Donc le fait que peut-être pour combler cela, on ait fait appel, c'est-à-dire on nous dit que c'est Loukachenko lui-même qui s'est porté volontaire pour cette négociation, on pense quand même que c'est Vladimir Poutine qui le lui a soufflé, mais on dit aussi, c'est à vérifier, que Loukachenko et Prigojine sont amis et se connaissent depuis 20 ans. C'est ce qu'on a entendu dire aussi. Mais on dit également, il y a d'autres personnes, il n'était pas le seul pendant ces négociations, il y a d'autres personnes, dont notamment un homme dont je pense qu'il faut retenir le nom, qui est Alexei Diumine, qui est un ancien chef de la sécurité de Vladimir Poutine, qui est actuellement le gouverneur de la région de Toula, qui est un petit peu au sud de Moscou, qui est un ex du FSB, bien sûr, qui aurait participé à ces négociations. C'est un homme d'une 50aine d'années et dont on dit aussi aujourd'hui qu'il pourrait être sur les rangs pour être, s'il y avait un remaniement ministériel, c'est-à-dire si les choses se passaient en Russie comme elles se passent chez nous en Occident, on pourrait penser à lui pour remplacer le ministre de la Défense, peut-être. Sauf que de tout cela, il n'est pas question et que le porte-parole de Vladimir Poutine a dit dès samedi soir qu'il n'y avait aucun changement à la tête du ministère de la Défense. Eh ben, attendons de voir ce que va dire Vladimir Poutine ce soir. Donc merci beaucoup Anne Niva, merci Gauthier Ribinski. C'était On va plus loin. Prochain journal dans 3 minutes.